BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Gilles Vossigé, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé chez Stanguelin, expert comptable. On retrouve les experts comptables régulièrement sur l'antenne pour aborder quelques techniques, quelques idées patrimoniales. Et ce matin, on cause de la holding. Qu'est-ce que c'est une holding ? Alors Cédric, vous allez voir, c'est très simple une holding. Une holding, c'est une société dont l'activité est de détenir et contrôler d'autres sociétés. C'est aussi simple que ça. Donc une holding, c'est une activité qu'on peut exploiter sous une forme de société assez courante, basique. Vous avez des commerces qui sont exploités sous forme de SARL, et bien vous allez avoir des holdings qui sont exploités sous forme de SARL, SAS, société civile. Ça veut dire que c'est pas juste réservé. Enfin, généralement, quand on dit oh là là une holding, on a l'impression qu'on a affaire à Wall Street, quoi. Il y a énormément de fantasmes autour de la holding. On imagine ça dans des montages fiscaux internationaux, d'évasion fiscale. En réalité, non. C'est un outil qui est adressé aussi pour les entrepreneurs TPE, PME françaises. C'est un outil de gestion de son patrimoine. Donc, comment est-ce qu'on crée une holding aujourd'hui ? Alors, il y a plusieurs manières de créer une holding. Si on part de l'hypothèse que vous avez déjà une société, vous êtes déjà entrepreneur, vous avez déjà une SAS dans laquelle vous exploitez un fonds de commerce. Si vous voulez créer une holding, vous pouvez faire une création par le bas. C'est-à-dire que vous allez partir de votre SAS qui va apporter le fonds de commerce à une nouvelle société qu'elle va créer. On appelle ça la filialisation. Et vous allez vous retrouver dans une situation où votre SAS s'est transformée en holding et elle détient une filiale qui, elle, exploite le fonds de commerce. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est celle de la création par le haut. Cette fois, c'est l'entrepreneur, qui est donc propriétaire des actions de la SAS, qui va apporter ces actions au capital d'une nouvelle société. C'est un apport en nature. Et donc, cette nouvelle société va se retrouver propriétaire de la SAS, va se retrouver holding de la SAS qui est devenue filiale. Juste petite question, parce que quand on regarde un petit peu ces questions de holding, on trouve souvent le mot, enfin, avec un adjectif pur, active, enfin, voilà. Ça veut dire quoi exactement ? Pourquoi il y a différents types, entre guillemets ? Alors en fait, il y a deux grandes races de holding. Il y a d'un côté la holding pure, qu'on appelle aussi la holding passive ou financière. C'est une holding qui détient des titres et qui se contente de gérer les titres, c'est-à-dire de percevoir les dividendes ou les prix de cession des titres lorsqu'elle vend des titres. Et c'est tout. Et de l'autre côté, on a les holdings qu'on dit opérationnelles ou actives. Et en fait, ces holdings, en plus de l'activité financière, vont avoir une activité de prestation de services. C'est-à-dire qu'elles vont rendre des services à leurs filiales. Ça peut être des prestations de services de nature financière, commerciale, de direction. Et donc, pour rendre ces services, elle va mettre en œuvre des moyens, elle va avoir du personnel, elle va avoir des locaux, du matériel informatique, etc. Et finalement, c'est le déploiement de tous ces moyens qui fait qu'on parle alors de holding active. Et quand on décide souvent de créer une holding, c'est pour faire une opération financière aussi sur l'entreprise, parfois des questions de rachat, etc. Ça a une importance, une utilité particulière dans ces cas-là ? Oui, on retrouve souvent la holding dans le cadre des opérations dites de LBO. Donc le LBO, c'est j'achète une entreprise à l'aide d'une dette financière et je vais me servir des bénéfices dégagés par l'entreprise que j'ai rachetée, donc par les dividendes, pour rembourser cet emprunt. Quel est l'intérêt de la holding dans ces cas-là ? Alors, il y a deux intérêts majeurs de mettre en place une holding pour faire une opération de LBO. Le premier intérêt, c'est celui inhérent à toute société à responsabilité limitée. C'est que vous préservez votre patrimoine personnel. Dans la mesure où c'est la holding qui va lever la dette financière, si jamais il y a un sinistre, si jamais il y a une faillite, au niveau de la holding, on ne pourra pas a priori venir vous chercher sur votre patrimoine personnel d'entrepreneur, puisque les patrimoines sont bien distincts. Alors évidemment, il y a quelques exceptions. Ça, c'est le premier intérêt, la protection du patrimoine personnel. Le deuxième intérêt, c'est qu'au niveau de la holding, vous avez un vrai avantage, un vrai effet de levier fiscal. On parle souvent de l'effet de levier financier, mais il y a aussi l'effet de levier fiscal au niveau de la holding. Imaginez tout simplement la situation, si vous achetez une société en nom propre, vous devez rembourser un emprunt. Pour ça, vous allez prélever des dividendes sur la société que vous avez rachetée. Or, aujourd'hui, la fiscalité sur les dividendes, c'est entre 30 et 34%. Donc, si je prélève 100 de dividendes sur la société que j'ai rachetée, je ne peux rembourser que 70. En revanche, si vous interposez une holding, si c'est la holding qui s'endette et qui va devoir rembourser l'emprunt, c'est la holding qui va prélever les dividendes et qui va donc devoir payer l'impôt sur les dividendes. Or, les holdings bénéficient de deux régimes fiscaux de faveur, l'intégration fiscale et le régime mère-fille, qui lui permettent grossièrement d'être exonérés d'impôts sur les dividendes. Donc quand une holding prélève 100 de dividendes sur les bénéfices de sa filiale, elle peut rembourser 100 d'emprunts, elle a une meilleure capacité de remboursement et donc une meilleure capacité d'emprunt. Ça, c'est pour le développement finalement de l'entreprise et de l'histoire de l'entreprise. Il y a aussi l'éventuelle cession. Quand on a une holding, dans ces cas-là, ça peut jouer un rôle, ça
ça permet d'optimiser? Au contraire, ça gêne? Quel est le cas de la holding en cas de cession d'entreprise? Alors, la holding peut être un bon outil pour optimiser le prix de cession de son entreprise, mais sous certaines conditions. C'est ce qu'on appelle les opérations d'apport-cession. Je rappelle rapidement le principe. Aujourd'hui, si vous êtes entrepreneur et que vous détenez les titres de votre société, si vous les vendez, vous allez payer de l'impôt sur la plus-value, ce qui est normal, sur un taux d'imposition qui va avoisiner les 30%. Ça peut être plus, ça peut être moins. Ce qui est embêtant, c'est pas tant le taux que la base. Parce que généralement, quand vous êtes entrepreneur, votre société, vous l'avez créée à partir de rien, avec un capital social symbolique, et vous allez vous retrouver avec une plus-value. La plus-value est énorme. Est énorme. Donc le problème, c'est plus la base que le taux, d'ailleurs. Et donc, c'est là où l'opération d'apport-cession peut être intéressante. Elle consiste, dans un premier temps, à créer une holding par le haut. Donc, vous allez apporter les titres de votre société à une holding, et à ce moment-là, on va inscrire les titres de la filiale à l'actif de la holding à leur valeur actuelle. Ils vont être revalorisés. Et dans un second temps, c'est la holding qui va vendre les titres. C'est la holding qui va vendre les titres, qui va devoir payer l'impôt sur la plus-value. Or, comme on a revalorisé les titres à l'actif, la plus-value est plus petite, et accessoirement, les holdings ont un taux d'imposition des plus-values qui est assez faible, je simplifie, en gros 3%. Donc base plus faible et taux plus faible. Il est là l'intérêt. Bon, super. Sauf que dans toutes les opérations que vous venez de me parler, ça veut dire que toute la plus-value, toute la richesse, elle s'est retrouvée amassée dans la holding. Ça fait partie des inconvénients qu'offre, oui. Enfin, ou qu'a la holding aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre du côté du tableau effacer et sourire? Alors déjà, c'est effectivement ce que vous venez de décrire, ce qu'on appelle l'encapsulage. C'est-à-dire que certes, grâce à l'interposition de la holding, on a pu limiter l'impôt sur la plus-value, voire totalement neutraliser cet impôt, mais on se retrouve avec du cash qui est dans la holding. Donc clairement, si votre stratégie, quand vous vendez votre entreprise, c'est de profiter de la vie, de faire 3 fois le tour du monde, d'acheter votre résidence principale, vous n'êtes pas dans la bonne stratégie. Non. Parce que vous allez devoir extraire le cash et donc en fait faire une réduction de capital, c'est-à-dire concrètement payer l'impôt comme si vous aviez vendu vous-même les titres. Ouais. Donc ça n'a pas d'intérêt. Par ailleurs, ces opérations d'apport-cession doivent être anticipées. Si entre le moment où vous créez votre holding et le moment où vous vendez votre filiale, il se passe moins de 3 ans, alors vous êtes contraint. Vous êtes contraint dans le réinvestissement que vous devrez faire du cash que vous avez encaissé. Vous serez contraint de réinvestir au moins 60% de ce cash dans des activités dites économiques, c'est-à-dire concrètement dans des entreprises ou dans des produits de capital risque dédiés à ces réinvestissements. Si en revanche il s'est passé plus de 3 ans entre le moment où vous avez créé votre holding et le moment où vous avez vendu la filiale, vous êtes libre d'investir tout le cash dans les produits que vous voulez, mais dans des produits de rendement et pas dans des produits de jouissance. Voilà donc quelques idées. D'autres inconvénients ou pas qu'on pourrait attacher à la holding ou qu'il faut en tout cas avoir en tête? Alors, rappelons tout d'abord que la holding, c'est une société. Elle doit donc avoir une vie sociale, c'est-à-dire un compte bancaire, une comptabilité, une vie juridique avec des assemblées générales, des convocations, des rapports, parfois même des commissaires aux comptes dans certains groupes. Donc tout ça, c'est évidemment de l'argent, c'est du temps, des frais, des contraintes. Et aujourd'hui, on constate que beaucoup d'entrepreneurs se lancent parfois dans la création d'une holding conseillée par le cabinet bien connu Google et créent des holdings qui finalement n'ont aucune existence, n'ont honnêtement jamais de compte bancaire. Et en fait, là, ils se mettent bêtement en danger pour économiser quelques milliers d'euros. Ils se mettent bêtement en danger parce que ils donnent tous les arguments pour qu'on reconnaisse que la holding est fictive. Or, la fictivité, c'est un des leviers de redressement de l'administration fiscale. Donc ça, c'est un des gros inconvénients. Attention à la réalité de la holding. Attention à la réalité de la holding. Il ne même faut s'il y a pas des frais, même si... Enfin, voilà. Bon. Absolument. Et autre inconvénient de la holding, c'est qu'a priori, elle n'est pas éligible à certains dispositifs fiscaux de faveur, certains avantages fiscaux favorables, parce que la holding est considérée comme une société patrimoniale et pas une société opérationnelle. Donc je pense aux abattements renforcés pour durée de détention de titres, le crédit d'impôt pour souscription au capital des PME. Le seul moyen d'écarter ce sujet-là, c'est de faire reconnaître sa holding comme étant une holding animatrice, qui est une notion fiscale. Alors on a une définition qui est donnée par l'administration, mais c'est une définition très lacunaire. Il y a beaucoup de grands principes, enfin c'est même très large comme principe, mais on a très peu de critères très précis qui permettent de dire si une holding est animatrice ou ne l'est pas. Donc le terrain de la holding animatrice, c'est un terrain très dangereux et je dirais surtout pour les TPE et PME.